Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan lecture. J'ai beaucoup de livres à vous présenter dans ce bilan lecture. Je pense que cette vidéo va être assez longue, donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre un petit thé, un petit chocolat chaud. Mettez-vous bien, on va en avoir pour un petit moment. J'ai quand même 10 livres à vous parler, donc on va y aller, hein. Il s'agit de toutes les lectures que j'ai lues depuis le mois de décembre, donc ça remonte un petit peu, donc c'est pour ça que je vais vous faire une grosse mise à jour là, comme ça après on repartira sur le bon pied. J'espère surtout que je me rappelle des livres les plus anciens. Sur le mois de novembre et le mois de décembre, j'ai lu un gros pavé qui fait plus de 1000 pages, oui. Il s'agit de La maison dans laquelle de Marianne Petrosyan aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture dans cette magnifique édition totem avec une jaquette qui s'enlève. Ce bouquin, c'est un ovni littéraire, c'est comme ça qu'on me l'avait un peu vendu et j'étais très intriguée de le découvrir et effectivement c'est un ovni littéraire. Ça va être très difficile pour moi de vous en parler parce que il est complètement hors catégorie, hors norme. Je vais peut-être fermer... Ouais, vous allez entendre mon frigo, il fait trop de bruit. Je vais aller fermer la porte. C'est mieux. Donc pour l'histoire, on est dans la maison. Alors on ne sait pas trop à quelle époque se situe ce roman. Il n'y a pas d'indication de temporalité. Je pense que c'était en pleine guerre froide, en tout cas dans un pays un peu soviétique. Peut-être l'Ukraine, on ne sait pas trop. On va suivre cette maison qui est une espèce d'école, internat, centre hospitalier pour des enfants et adolescents qui ont des pathologies qui sont soit handicapés physiques, soit handicapés mentaux. Et ils sont répartis par groupe. Et chaque groupe en fait a sa propre personnalité, j'ai envie de dire. On a le groupe 1 qui est les faisans, qui sont un peu les bons élèves, qui sont hyper rangés, hyper ordonnés, hyper propres sur eux. Et puis ensuite on a par exemple le groupe des oiseaux qui sont un peu plus gothiques, un peu plus mélancoliques. Après on a les groupes des rats qui sont un peu plus punk. Le quatrième groupe qui est le groupe des bandarlogues qui sont un peu les marginaux, les laissés pour compte, les nerds, etc. On va rentrer complètement in medias res dans l'histoire avec Fumeur. Donc il faut savoir que chaque personnage n'a pas de prénom mais a un surnom. À chaque fois qu'un nouvel arrivant arrive dans la maison, il y a un des occupants qui va lui donner un surnom et c'est comme ça qu'on va l'appeler. Donc on a Fumeur qui lui appartient au premier groupe, les faisans. On est en plein simulacre de procès puisque le premier groupe va décider de l'expulser, voilà, vraiment une scène assez terrible. Pourquoi? Parce qu'il a osé porter des baskets rouges flamboyantes qui attirent le regard sur son handicap puisque Fumeur est en fauteuil roulant. Et donc il va se faire expulser de ce premier groupe et il va atterrir dans le quatrième groupe. Le quatrième groupe qui est un peu les marginaux, dont le chef est l'aveugle. L'aveugle qui est un personnage qui est à la fois attachant et à la fois hyper flippant. Il est une sorte de fantôme, enfin il est vraiment, voilà, c'est le chef. Et puis il va découvrir du coup tous les autres membres de ce quatrième groupe. Sphinx qui est un peu le bras droit, le numéro 2, qui est très intelligent. Chacal Tabaki qui est complètement fantasque, qui part dans des délires et qui est très bavard. Lord qui est un peu plus en retrait, un peu plus introverti. Larry, on a Gros Lard, enfin voilà, il y a tout un tas de personnages dans ce groupe. Évidemment qu'il y a des adultes, il y a les infirmières, il y a les éducateurs, il y a les profs, le directeur, mais même les parents parfois qui rendent visite à leurs enfants. Mais les adultes sont vraiment pas du tout au centre de l'histoire. Ils sont là mais finalement pas tant que ça. Et c'est vraiment ces enfants-là qui sont un peu des éclopés de la vie, des bras cassés, c'est une sorte de cours des miracles. Ils font société comme ils peuvent, donc ils inventent des règles qui sont parfois complètement farfelues, complètement abracadabrantesques, et puis ça donne une ambiance très particulière à la maison qui est vraiment un personnage à part entière de ce bouquin, qui est à la fois rassurant parce que c'est chez eux, mais en même temps qui est terriblement angoissante parce qu'elle est pleine de secrets, elle est pleine d'histoires qu'on se raconte
le soir à la lumière de la lampe torche sous le menton. Il y a vraiment plein de rites de nuit la plus longue de l'année. Il fait pas bon se promener dans les couloirs la nuit, ça peut être parfois dangereux, il y a vraiment un côté hyper sombre, hyper creepy aussi, mais c'est plus dans l'ordre de l'ambiance, du non-dit. On a Fumeur qui est quelqu'un de... c'est un personnage qui essaye en tout cas d'être rationnel et qui pose beaucoup de questions parce que lui il comprend pas pourquoi il y a tous ces rites, pourquoi... Et donc du coup il va se faire... on va dire que Chacal Tabaki va prendre un malin plaisir à lui répondre, mais d'une manière encore plus farfelue que du coup ça l'embrouille encore plus, et nous, lecteurs, avec. Et j'ai vraiment eu cette sensation de faire partie de leur groupe, de les connaître comme si c'était des vraies personnes, et de passer un petit moment dans cette maison, temps de la lecture, qui fait quand même plus de 1000 pages, donc j'y ai passé au moins 2 mois à le lire, parce que en plus c'est du papier cigarette. C'est un livre qui est vraiment hors norme, hors catégorie, parce qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est un peu la vie de tous les jours, et en même temps, vraiment c'est une ambiance très particulière. Je pense que c'est vraiment le genre de lecture qui marque, c'est une expérience de lecture. Pour autant, je peux pas dire que c'est un coup de cœur, c'est un livre qui est vraiment hors catégorie, qu'on peut pas vraiment étiqueter, mais je vous invite à faire cette expérience de lecture parce que vraiment c'était... c'est quelque chose à faire quand même comme expérience de lecture, voilà. J'espère que j'en ai parlé du mieux que je peux, mais c'est vrai que c'est un livre qui est tellement difficile à expliquer que bon, voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je continue avec une toute petite lecture, puisque après le gros pavé que j'ai lu, je me suis dit que j'allais lire un tout petit livre qui fait moins de 200 pages et que j'ai lu en une seule journée, juste avant Noël. Ça se prête très bien à cette période-là. C'est ce genre de petites choses de Claire Keegan aux éditions Le Livre de Poche. Donc on est en 85 en Irlande, juste avant les fêtes de fin d'année, donc vraiment avec cette période brumeuse où il fait froid, on est en Irlande, on est avec les chants de Noël, les décorations, les vitrines des magasins, les pâtisseries, la liste au Père Noël, voilà, toute cette ambiance là. Et on va suivre Bill Furlong qui est un marchand de bois et de charbon pour se chauffer. Évidemment, son commerce est florissant, il a beaucoup de boulot étant donné qu'il fait très froid. Il va livrer ses bois de chauffage et son charbon aux habitants du petit village. Et justement, il y a dans ce village un couvent, un petit peu mal perçu, en tout cas il y a des rumeurs qui courent dans le village comme quoi les bonnes sœurs de ce couvent exploitent en fait les jeunes filles mères qui sont enceintes de manière illégitime. Elles les exploitent pour faire des travaux de blanchisserie, donc de nettoyer du linge, etc. Et soi-disant revendraient leurs enfants illégitimes à l'étranger. La femme de Bill, Eileen, est d'avis de ne pas se mêler de ça, que lui il se contente de faire son boulot et basta, et d'aller leur livrer du bois de chauffage. Sauf que un matin de décembre, alors qu'il fait très froid, Bill va retrouver dans son hangar une jeune fille qui semble s'être échappée du couvent et qui semble avoir passé la nuit là, elle est toute tremblotante. Face à un choix, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il la ramène? Est-ce qu'il l'aide? Que va-t-il faire? Et puis on va avoir une alternance un peu avec le passé de Bill quand il était enfant. Puis il a grandi dans la maison de maître du village, puisque la vieille douairière l'avait pris sous son aile. Sa mère était donc une domestique de cette douairière, et sa mère était une fille-mère justement. Et donc forcément il a une vision très particulière. Alors c'est un petit livre qui se lit super bien, moi je l'ai lu vraiment en une journée, c'est hyper bien écrit, c'est fluide, ça se lit très bien, en plus c'est plein de bons sentiments, donc vraiment idéal pour la période des fêtes de fin d'année avec ce côté un peu voilà, bon enfant, charité, etc. etc. C'est tout doux, hein, voilà, ça se lit très bien. Et ça met du baume au cœur et c'est tout ce qu'on demande à ce bouquin. Voilà, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas la lecture du siècle, mais en tout cas c'était sympa. Je continue avec un autre livre que j'ai lu pareil à Noël dans cette période-là et puis qui se passe aussi un petit peu après en janvier-février. Donc c'est pas mal de le lire dans cette période-là. C'est La fille dans le brouillard de Donato Carisi aux éditions Calman Levy. Vous le savez, si vous me connaissez, j'adore Donato Carisi. Pour moi c'est un des maîtres du thriller du moment. Ce bouquin-là qui est un one-shot, il est quand même pas très connu, hein, par rapport à ses autres livres, notamment Le Chuchoteur, et pourtant je trouve que c'est un roman qui mérite vraiment qu'on le mette un petit peu plus en avant sur le devant de la scène. On va suivre donc Analou, qui est une jeune fille exemplaire, voilà, elle habite dans un petit village des Alpes italiennes, un village qui est quand même assez religieux, etc. C'est une jeune fille qui a
15 ans, 15-16 ans, qui est vraiment exemplaire, elle fait du catéchisme, etc. Et alors qu'elle se rendait à l'église justement pour un cours de catéchisme, elle va disparaître. Et bien évidemment, ses parents, très inquiets, vont signaler sa disparition et va y avoir le commandant il s'appelle? Oui, le commandant Vogel qui va être missionné pour venir enquêter sur place dans ce petit village, alors que lui c'est vraiment une star de la police, il a l'habitude de faire des conférences de presse et il a une manière de travailler pour résoudre ses enquêtes qui est hyper originale. J'ai trouvé l'angle hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il utilise les médias et les journalistes pour pouvoir arriver à ses fins et résoudre ses enquêtes. Il influence quelque part l'opinion publique, il joue avec l'opinion publique et les médias pour pouvoir résoudre son enquête. Et donc forcément il y a une cohorte de journalistes qui va envahir ce petit village en apparence tranquille. Évidemment il va y avoir des tensions avec les villageois, etc. Tout ça avec cette enquête de cette jeune fille qui a disparu. J'ai beaucoup aimé. Alors par contre, le personnage du commandant Vogel est pas hyper attachant, hein. C'est plutôt quelqu'un d'antipathique qui est toujours tiré à quatre épingles, qui pour lui, l'apparence et le paraître est beaucoup plus important que la vérité finalement. Mais j'ai trouvé que c'était un angle hyper original pour enquêter, en fait, pour un thriller. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, comme d'habitude, Donato Carisi, c'est une plume addictive, c'est page turner, t'as envie de lire la suite, de dévorer les pages, tu enchaînes les chapitres. Si vous avez envie d'un thriller vraiment addictif, allez-y. Si vous pouvez le lire à la période des fêtes de fin d'année, c'est encore mieux, vous allez être encore plus plongé dans l'ambiance. Mais c'était vraiment génial et c'est dommage que ce livre soit pas plus connu parce qu'il est vraiment chouette. Et puis si vous ne connaissez pas encore Donato Carisi et que vous avez envie de découvrir un petit peu cet auteur, je trouve que celui-ci c'est une très bonne porte d'entrée. Je continue avec une lecture, je vais passer rapidement puisque je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo avec Nextory, en collaboration avec Nextory. C'est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson aux éditions Point. Donc c'est un livre que j'ai écouté en audio et en même temps je le lisais, suivais en fait, en le lisant en papier. Donc voilà, on est sur un thriller islandais avec un personnage hyper intéressant d'enquêtrice femme qui a plus de 60 ans, qui est au bord de la retraite, Hulda. Donc voilà, elle a plus de 60 ans, elle va devoir partir à la retraite et elle le vit plutôt pas très bien et son boss va lui laisser 15 jours pour résoudre un cold case, la mort d'une jeune russe qui est morte un an auparavant et dont l'affaire a été classée. Voilà, c'était un thriller sympathique qui n'est pas non plus mémorable. Je vous invite à aller voir ma vidéo avec Nextory où je vous en parle plus en détail et où je vous donne mon avis vraiment plus en détail sur ce bouquin. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous remets la vidéo dans le petit et bien évidemment en barre d'infos. Je passe vite aussi sur la lecture numérique que j'ai fait de la BD Les Filles de Salem de Thomas Gilbert aux éditions d'Argo. Voilà, je vous en ai parlé. C'est une BD qui va reprendre l'histoire du procès de Salem. Voilà, c'était intéressant. Pareil, je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle plus en détail. J'enchaîne ensuite avec un petit essai féministe de Mona Chollet. Il s'agit de Chez Soi, une odyssée de l'espace domestique aux éditions La Découverte Poche. Moi je suis une grande casanière, hein, je pense comme beaucoup de lecteurs. On aime rester chez soi pour bouquiner en étant en mode cosy. Du coup, ce livre m'intriguait pas mal puisqu'on va parler du fait d'habiter chez soi, etc. et tout ce que cela implique. Je trouve qu'en plus, depuis le confinement et le Covid, en fait, ça a donné vraiment un aspect encore différent. Enfin, j'ai l'impression que ça a changé un petit peu les mentalités sur le fait d'habiter chez soi et de l'art de vivre chez soi. Ce livre a été quand même écrit avant le Covid, hein, puisqu'il a été publié en 2016, mais je pense qu'il aurait mérité vraiment une édition augmentée avec ce prisme du Covid et du confinement, démocratisation du télétravail, ce genre de choses, ça peut être intéressant pour approfondir le sujet. Mais en tout cas, voilà, Mona Chollet aborde des thématiques assez intéressantes. Je vais vous montrer, je vais retrouver un petit peu le sommaire pour vous dire comment c'est découpé. Donc elle aborde déjà la mauvaise réputation d'être casanier. C'est vrai que c'est socialement un petit peu mal vu d'aimer être chez soi, d'aimer rester chez soi tranquille à bouquiner plutôt que d'aller en soirée par exemple. C'est vrai que socialement c'est pas très bien vu. L'arrivée d'internet, donc une foule dans mon salon, c'est-à-dire le fait que internet ouvre des portes, des fenêtres sur le monde à l'intérieur de chez soi et que parfois on peut être aussi envahi par ces notifications, etc., par le scroll sur les réseaux sociaux qui empêchent d'être vraiment dans cette bulle
dans ce petit cocon que représente notre habitation. Il y a aussi, pour habiter, il faut de l'espace, avec ce côté des conditions de logement qui peuvent être compliquées, d'être dans des petits espaces. Voilà, c'était assez intéressant. Après, il y a aussi, pour habiter, il faut du temps. Et oui, la question aussi, avec notre vie active, c'est-à-dire on fait des horaires de bureau, etc., et qu'on va travailler au bureau, on a moins de temps pour passer chez soi, mais là encore le télétravail ça peut être aussi un autre angle, mais en tout cas c'est vrai que moi aussi qui fais 35 heures en bureau, et des fois je suis un peu frustrée de ne pas passer suffisamment de temps chez moi. Et puis il y a aussi, alors ça c'était un angle aussi intéressant, c'était la patate chaude du ménage, puisque oui, habiter chez soi c'est aussi entretenir son intérieur, faire du ménage, et en général à qui ça incombe, notamment dans les couples hétéros, encore aujourd'hui malheureusement les tâches domestiques incombent majoritairement aux femmes. Il y a aussi l'hypnose du bonheur familial habité, mais avec qui? Alors on va parler évidemment du couple hétéro, on va parler de la famille, on va parler aussi d'habiter autrement avec les amis, la famille, les colocations, etc. Et le dernier chapitre qui m'a un petit peu moins parlé, c'est tout ce qui est un peu de l'ordre de l'architecture. Imaginer la maison idéale, etc. Là pour le coup c'était moins le côté design, architecture, c'était moins mon délire, mais bon voilà, c'était intéressant. Après j'ai pas appris non plus grand chose de nouveau que je ne savais déjà. C'est peut-être un essai que je trouve un petit peu daté, qui aurait mérité un petit coup de frais avec ce truc du Covid, puisqu'il y a vraiment eu un avant et un après Covid. Donc si Mona Chollet passe par là, mais ça m'étonnerait, ça serait bien de faire une édition augmentée. Ou les éditions de la découverte, hein, si vous passez par là aussi, n'hésitez pas. Hein. Et ce livre-là, je l'ai lu et je l'ai écouté aussi sur Nextory, puisqu'il est disponible en écoute, en livre audio sur Nextory, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas en papier, mais vous pouvez aussi faire comme moi, c'est-à-dire l'écouter et le lire en même temps, parce que comme ça on s'imprègne encore mieux. Je vous remettrai ici le lien, ou en barre d'infos le lien, si vous voulez bénéficier de 45 jours d'essai gratuit sur l'application Nextory. Vous avez droit à 2 livres audio, donc n'hésitez pas, voilà, ça peut être intéressant. J'enchaîne avec un livre que j'ai lu dans le cadre de la Team Thriller des éditions Cherche Midi. C'est Un œil bleu pâle de Louis Bayard. Donc aux éditions Cherche Midi, il a été adapté sur Netflix, donc je vais vous parler déjà du livre et ensuite je vous parlerai de l'adaptation en film sur Netflix, parce que je l'ai vu évidemment. Donc on est quand même sur une belle bricasse hein, qui fait pas loin de 700 pages, mais qui se lit hyper bien. Donc on est en 1830, donc 19e siècle, à West Point, dans l'état de New York. On est sur un camp militaire, en fait non loin d'un camp militaire. On va suivre Gus Landor, qui est un enquêteur à la retraite, qui a élu domicile dans la campagne. Il a un cottage, il vit sa petite vie de retraité tranquillement, mais il va se faire mandater par le colonel du camp militaire voisin qui va lui demander de venir sur place pour enquêter sur la mort et la profanation du cadavre d'un élève officier. Alors l'élève officier a été retrouvé pendu, maquillé en suicide, parce que visiblement ça n'a pas l'air d'être vraiment un suicide, mais d'autant plus qu'une fois que le corps a été retrouvé, il a été amené en infirmerie et pendant la nuit, le corps a été profané, on lui a arraché le cœur. Est-ce que c'est une mauvaise blague? Est-ce que c'est un rite satanique? On ne sait pas trop. Et donc Gus Landor va enquêter au sein de ce camp militaire avec ses jeunes officiers, et pour pouvoir enquêter un petit peu en sous-marin, il va avoir besoin d'une recrue, d'une top entre guillemets, d'un indicateur, et il va faire appel au jeune Edgar Allan Poe, oui, le poète, qui est à l'époque jeune officier dans ce camp militaire et qui va l'aider, qui va être un peu ses yeux et ses oreilles pour l'aider dans cette enquête, dans une ambiance quand même assez poétique, assez onirique, un petit peu lugubre aussi comme ça. J'ai beaucoup aimé les deux personnages de Gus et de Edgar Allan Poe qui se complètent bien. Il y a aussi des passages avec des lettres où Edgar Allan Poe écrit ses rapports à Gus Landor. Je trouve que Louis Bayard, l'auteur, retranscrit bien la plume d'Edgar Allan Poe. C'est très poétique, c'est très avec des envolées un petit peu oniriques, élégiaques, avec enfin voilà, ce côté un petit peu jeune homme qui tombe amoureux d'une femme, etc. C'est assez sympa. J'ai beaucoup aimé l'enquête, c'était hyper bien ficelé. En plus, il y a un twist final, je ne m'y attendais absolument pas. Ça se lit hyper bien. Là, il y a une bonne dose entre le dialogue et les descriptions. C'est hyper bien dosé, c'est assez dynamique.
et même s'il fait presque 700 pages, ça se lit hyper bien, on a envie de connaître la suite. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je vais regarder du coup l'adaptation Netflix qui est un film qui dure à peu près 2 heures. Alors évidemment, condenser 700 pages en 2 heures de temps, c'est pas possible, donc ils ont dû faire des choix, ils ont dû supprimer des personnages, faire des raccourcis, etc. Mais pour autant, j'ai trouvé que l'adaptation était assez fidèle au bouquin, même dans les dialogues. Ils reprenaient certains des dialogues, etc. Des phrases un peu cultes, j'ai envie de dire. Et je me suis surprise 2-3 fois en regardant le film de terminer les phrases des personnages en me disant oui, ça je l'ai lu, c'est exactement ce dialogue-là. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle adaptation. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui est retranscrite, l'esthétisme de ce film, qui est un peu sur cet esprit-là, avec des tons bleutés, un peu brumeux comme ceci. Et puis le choix des acteurs était super, avec Christian Bale, mais aussi Henry Miles, je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue Dudley dans Harry Potter. Et j'ai trouvé qu'il incarnait hyper bien Edgar Allan Poe avec ses yeux rapprochés et son grand front. C'était vraiment un très bon choix d'acteur. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir le livre et puis à aller voir la série. Enfin la série non, c'est un film. Le film sur Netflix, vous allez passer un bon moment je pense. J'espère que vous êtes toujours là et que je ne vous ai pas perdu parce que ce bilan lecture est vraiment très long, mais en même temps, voilà, ça fait presque 3 mois que je ne vous ai pas tourné de bilan lecture, donc je dois un petit peu rattraper tout ça, mais bon, j'espère que cette vidéo vous plaît quand même. Donc j'enchaîne encore avec un thriller Sur un arbre perché de Gérard Sarian aux éditions Tornada, et je remercie Tornada pour m'avoir envoyé ce bouquin. C'est un thriller qui va parler de disparition de l'enfant. On va suivre Alice, qui est une jeune femme bien sous tout rapport. Elle est styliste de profession, elle habite à Lyon avec son fiancé Guillaume, et Guillaume qui a eu 2 enfants d'une précédente union. Donc on a Barbara qui est une adolescente de 14, je crois qu'elle a 14 ans, donc en pleine crise d'ado, et on a le jeune Dimitri qui a 4 ans, qui est un enfant hyperactif. Alice, c'est une belle-mère, hein, voilà, elle doit composer avec ses enfants qu'elle n'a pas choisi quelque part. Surtout c'est difficile avec Barbara qui est en pleine crise d'ado. Dimitri, elle s'entend super bien avec lui, alors qu'ils doivent rejoindre Guillaume sur Paris pour un week-end en famille. Donc Alice va devoir partir en train avec Barbara et Dimitri. Sauf qu'arrivée à la gare de Lyon à Paris, il va y avoir un mouvement de foule et le petit garçon va disparaître. Il va se soustraire à la surveillance, à la vigilance de Alice. Et évidemment, elle va être en proie à une culpabilité terrible parce qu'elle perd un enfant, et un enfant qui n'est pas le sien, donc c'est vraiment terrible. Et donc elle va mener sa propre enquête. Évidemment il y a l'enquête de police, mais elle va vraiment coûte que coûte, ça va être son goal dans la vie de retrouver l'enfant de son fiancé, le petit Dimitri. Et donc elle va s'embarquer dans une enquête pleine de rebondissements, pleine d'aventures, qui va la faire voyager, aller dans les tréfonds de Paris. C'était hyper haletant. Si vous aimez le style un peu Bernard Minet, avec vraiment cette plume très addictive, avec un thriller très haletant, avec plein de rebondissements, je pense que ce livre va vous plaire. Moi ça m'a fait beaucoup penser à Bernard Minet. J'ai beaucoup aimé toute la partie sur l'enquête de Alice pour retrouver Dimitri, mais alors au bout d'un moment j'ai pas compris. Les 80 dernières pages, je pense qu'elles étaient de trop, puisque une fois qu'on a le point final par rapport à l'enquête sur la disparition de l'enfant, et ben l'auteur va continuer l'histoire sur les 80-100 dernières pages, où il va arriver des tas de choses à Alice, mais des trucs complètement abracadabrants et complètement invraisemblables. Et du coup là ça m'a perdu et je me suis dit mais il aurait mieux fait de s'arrêter avant. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien, less is more. Et là c'était too much, vraiment. Je pense que la temporalité de ce bouquin se déroule en 2 ans. Et en 2 ans, pour une jeune femme bien sous tout rapport, qui a une vie plutôt banale à la base, il lui arrive des tonnes de trucs en 2 ans. Tu te dis mais c'est complètement what the fuck. Voilà, il y a eu un excès de zèle, je sais pas, sur la fin, et du coup ça m'a complètement fait sortir de l'histoire. Voilà, j'ai trouvé ça peu crédible sur la fin, et j'ai trouvé ça dommage parce que j'avais vraiment l'impression que l'auteur essayait de faire rentrer toutes ses idées au forceps dans son bouquin, alors que peut-être qu'il aurait mérité de faire un tome 2, voilà, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, voilà, ça aurait mérité de se clôturer avec la disparition de l'enfant, qui est vraiment la thématique centrale, et la suite, bon, voilà, c'est un peu dommage sur la fin, mais globalement, on va dire que
les trois quarts du bouquin étaient vraiment géniales, j'ai beaucoup aimé cette enquête. Donc voilà, je vous recommande, n'hésitez pas si vous voulez lire un thriller hyper addictif sur la thématique de la disparition de l'enfant. C'était vraiment génial. Et puis l'angle de la belle-mère, hein, c'était quand même assez original. J'enchaîne avec une lecture que pour le coup je n'ai pas du tout aimée, c'était une déception et pourtant la quatrième de couve réunissait à peu près tous les ingrédients que j'aime dans les bouquins et je ne comprends pas pourquoi la mayonnaise n'a pas pris. À deux pas de la mort de Peter James, ça c'est une vieille édition François Loisir mais je crois que les éditions Fleuve Noir avaient publié ce livre avec la même couverture, magnifique couverture quand même, hein. C'est ce qui m'a attiré. Et puis le résumé aussi, on est à la nuit du Saint-Sylvestre à Brighton, donc on est en Angleterre. On a une jeune femme qui va être attaquée et violée dans un hôtel. L'agresseur va emporter ses vêtements et surtout ses escarpins de luxe. Le commissaire Roy Grace, qui du coup, ça lui rappelle une autre enquête qui avait eu lieu, je sais pas, une dizaine d'années auparavant, avec un tueur qui justement visait toujours le même profil de victimes, c'est-à-dire des jeunes femmes avec des escarpins de luxe, et il emportait ces escarpins comme des trophées de chasse. Et donc forcément ça va lui rappeler en fait ces deux enquêtes qui vont être menées un petit peu en parallèle. Et autour de ça on a aussi l'auteur va mettre en scène des suspects potentiels et du coup on ne sait pas trop lequel c'est, etc. Donc on a une alternance passé-présent, on a le commissaire et son équipe qui enquêtent dans le présent. Pour autant, j'ai pas accroché à aucun personnage, que ce soit Roy Grace, son équipe d'enquêteurs que je trouvais assez plats. Enfin, on a du mal à vraiment les définir, à s'attacher à eux. Même les victimes, j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour elles. Je suis restée sur le quai de la gare, je suis restée complètement de marbre face à ce qui pouvait arriver dans ce bouquin. Je l'ai quand même fini par acquis de conscience parce que ça se lit pas mal, hein. Je veux dire, c'est pas écrit avec les pieds, la plume de Peter James se lit très très bien, c'est bien écrit, c'est fluide, etc. Mais pour autant, je sais pas, la mayonnaise n'a pas pris, j'ai pas accroché du tout. Et pourtant, il y avait tous les ingrédients pour me plaire, tueur en série, qui emporte des trophées d'escarpins de luxe, etc. On est en Angleterre, machin, alternance, passé, présent. Il y avait vraiment tout pour me plaire, mais vraiment, je suis passée complètement à côté. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Et enfin, je termine avec un livre que j'ai beaucoup aimé, et vous le savez puisque chaque année je lis un tome de cette saga, c'est donc le tome 5 des enquêtes de Martin Servaz, donc qui s'appelle Sœur, de Bernard Minet aux éditions Pocket. J'aime beaucoup Martin Servaz, j'avais adoré Glacé, Le Cercle, N'éteins pas la lumière qui était juste génial. J'avais eu une petite déception avec Nuit, donc le quatrième tome, le tome précédent, qui m'avait un petit peu déçu. En tout cas il était un petit peu en dessous des autres selon moi. Mais là dans Sœur, ça y est, j'ai retrouvé l'enthousiasme pour les enquêtes de Martin Servaz, donc je suis super contente. En plus pareil, double temporalité, sauf que là on a la première partie qui se passe en 1993 et la deuxième partie qui se passe en 2018. En mai 93, on va retrouver deux sœurs qui vont être tuées et attachées à des arbres sur le bord de la Garonne. C'est un mec qui faisait de l'aviron qui les a découvertes. Elles sont habillées en robes de communiantes, c'est-à-dire des robes blanches, et on ne sait pas pourquoi elles ont été tuées. Elles ont été vraiment disposées, il y a une mise en scène, elles ont été disposées face à face, à moitié attachées dans l'eau à un tronc d'arbre. On a Martin Servaz qui à l'époque est tout jeune enquêteur, un bleu, il a 24 ans et il va mener son enquête avec son chef et d'autres collègues plus expérimentés que lui, et tout va mener à un écrivain de polar dont les deux sœurs étaient très fans, puisque les deux victimes sont sœurs, je sais plus si je l'ai dit, Ambre et Alice. Elles vont être rapidement identifiées, et ces deux sœurs étaient fans de cet auteur Eric Lang qui écrivait des polars très sombres, très où il fallait un peu s'accrocher, hein. Dans un des livres justement que cet auteur a écrit, il y avait un livre qui s'appelait La Communiante, et où il y avait une jeune femme qui se faisait assassiner, qui était habillée en robe de communiante. Donc vraiment ça fait un écho avec cette histoire. Mais bon, cette enquête un peu, elle va piétiner, il va y avoir un dénouement un peu bizarre. Et puis on va être 25 ans plus tard, donc en 2018,
on va retrouver Eric Lang, donc écrivain célèbre, qui a découvert sa femme assassinée dans sa maison. Elle a été mordue par ses serpents domestiques, puisqu'il est fan de serpents. Il avait des serpents dans des vivariums, sauf qu'ils se sont échappés, ils étaient hyper dangereux et sa femme s'est retrouvée au milieu de tous ces serpents. C'est une mise en scène, en plus elle est elle aussi habillée en robe de communion, donc ding ding, dans la tête de Martin Servaz, ça va faire tilt. Il va évidemment rapprocher les deux affaires, celle de 93 et celle de 2018. Voilà, on va être sur cette enquête là. J'ai beaucoup aimé cette alternance, enfin ce côté années 90 et 2018, surtout de voir le Toulouse de l'année 93 avec le commissariat de l'époque, le fait qu'il n'y avait pas les mêmes technologies pour enquêter, il n'y avait pas tous ces trucs d'internet, de réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est vraiment une autre mentalité, et de voir en fait comme si on replongeait dans l'histoire, c'était super cool. Puis j'ai beaucoup aimé cette enquête. Déjà, la plume de Bernard Minier te plonge directement dans l'histoire avec cette scène de découverte des deux sœurs attachées à un arbre. C'est quand même hyper graphique, donc t'es vraiment plongé dans l'histoire, parce que en plus c'est des lieux que moi je connais, puisque Toulouse c'est ma ville, et donc forcément je m'immerge encore plus dans l'histoire parce que je connais les lieux, donc c'est super. Voilà, moi j'adore, j'ai retrouvé l'enthousiasme pour Martin Servaz là où le précédent tome était un petit peu en dessous, mais là je suis super contente, j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc voilà, je pense que je lirai l'année prochaine, hein, le tome 6, mais voilà, ils m'attendent dans ma pile à lire, j'aime bien en avoir en stock au cas où. Voilà, c'en est tout pour ce très long bilan de lecture. J'espère que vous êtes toujours là et que je ne vous ai pas perdu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si je vous ai donné envie de lire, de découvrir certains de ces livres, ou si vous en avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous dans les commentaires. On met un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, parce que ça me fait plaisir, ça fait plaisir à l'algorithme, tout le monde est content. Et puis abonnez-vous si c'est toujours pas fait, si vous avez envie de voir encore plus de vidéos de ce style. Et puis moi, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!